Quelle est la pire blague que tes parents aient jamais faite avec toi? Quand j'avais 6 ans, ma mère a commencé à me raconter l'histoire de mon grand frère Zach, qui aurait disparu. Elle me montrait la chambre vide au bout du couloir, en m'expliquant que c'était la sienne, avant qu'il ne la déçoive. Un vieux trophée de baseball trônait sur la cheminée, soi-disant à lui, pour me rappeler ce qu'il arrivait aux enfants qui dérapaient. Zach était mon préféré, glissait-elle en me coiffant le matin devant l'école. Il était brillant, beau, et puis il s'est mis à répondre et à ramener de mauvaises notes. Alors il a fallu que je l'envoie ailleurs. J'avalais tout, les yeux fermés, parce que j'étais un gamin qui avait confiance en sa mère. À chaque fois que je posais une question sur Zach, elle secouait la tête d'un air triste et me disait que l'État avait des endroits spéciaux pour les enfants dont les parents ne voulaient plus. Si tu fais des bêtises, tu pourrais finir là-bas, et je devrais peut-être trouver un autre garçon pour être mon fils. Cette menace a plané sur toute mon enfance. J'étais irréprochable, toujours des résultats parfaits, jamais un mot de travers. Je faisais mes corvées sans rechigner, toujours poli et serviable. Maman faisait durer cette histoire. Le jour où j'ai eu un B+ à une dictée, elle m'a lancé que je lui rappelais Zach. Si j'oubliais de sortir les poubelles, elle allait pleurnicher devant la chambre vide. Cette manipulation marchait à merveille. J'essayais sans cesse d'être l'enfant idéal. Arrivé à 10 ans, l'histoire de Zach avait évolué. Maintenant, il vivait dans la rue. Aucune famille ne voulait de lui. Quand on traversait la ville, elle me montrait des sans-abri du doigt en murmurant « C'est peut-être lui ». Je collais mon visage à la vitre, cherchant un garçon avec mes traits. « Voilà ce qui arrive quand les mères n'ont plus la force d'aimer leurs enfants », disait-elle. « Ils finissent seuls, dans le froid ». J'ai commencé à faire des cauchemars où j'étais abandonné, réveillé dans un carton pendant que ma mère m'ignorait en passant. Cette peur ne me quittait jamais. J'étais constamment en alerte à la moindre erreur. Les profs disaient que j'étais un élève modèle, mais moi, j'étais juste terrifié à l'idée de décevoir. Un jour, dans la cave, je suis tombé sur un vieil album photo, persuadé d'y trouver des traces de Zach. Rien. Toutes les photos de famille n'étaient que moi et mes parents. Aucune place pour un autre enfant. Quand j'ai demandé à maman, elle m'a assuré qu'elle avait tout jeté. Trop douloureux pour elle. Au collège, de nouvelles angoisses ont débarqué. Maman répétait que c'est à cet âge que Zach avait mal tourné. Dès qu'une envie de rébellion pointait, je repensais à la chambre vide et j'enterrais mes sentiments. Mes copains testèrent les limites, moi j'étais paralysé rien qu'à l'idée de contrarier ma mère. Un jour, je suis rentré d'une journée pourrie, collé injustement, persuadé que maman allait encore me comparer à Zach. J'ai traîné exprès par le parc pour retarder l'inévitable, et c'est là que je les ai aperçus. Un homme et un ado assis près d'une tente, non loin des jeux. Leur caddie débordait. Le garçon avait l'air d'avoir 16 ans, les cheveux en bataille, des fringues élimées. Mais ce sont ces traits qui m'ont cloué sur place. Même regard noisette, même fossette au menton que moi le matin dans la glace. Je suis resté planté, fasciné par ce garçon qui ne pouvait être que mon frère. Même nez, même façon de pencher la tête. Il a remarqué mon insistance. Nos regards se sont accrochés. J'ai vu une lueur dans ses yeux. Il s'est levé. L'homme près de lui a voulu le retenir, inquiet, mais il s'est dégagé et s'est approché de moi, l'air de voir un fantôme. J'aurais voulu partir en courant, mais impossible de bouger. Arrivé tout près, j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux. « Comment tu t'appelles » a-t-il demandé tout bas. « Daniel » j'ai soufflé. Il a hoché la tête, comme si ça confirmait ses doutes. « Je suis Zach. Tu as quel âge ?»« 12. »« Elle a recommencé » a-t-il marmonné pour lui, puis plus fort. « Elle te parle encore de moi ? Elle te dit que j'étais mauvais, qu'elle a dû se débarrasser de moi ?» Mon monde s'est écroulé. Zach existait vraiment là, devant moi, mais il n'avait que 4 ans de plus, alors que maman m'avait toujours fait croire qu'il était parti il y a une éternité, pas juste quelques années avant moi. Elle dit que tu étais son préféré jusqu'à ce que tu la trahisses. Ai-je balbutié. Zach a eu un rire amer. Elle m'a fait pareil, mais avec un frère qui s'appelait James. Elle me répétait que si je n'étais pas parfait, je finirais comme lui. J'y ai cru longtemps, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il n'avait jamais existé. Et puis elle t'a eu, et le cercle a recommencé. L'homme avec lui s'est approché. Zach m'a présenté Tom, un éducateur qui l'aidait à sortir de la rue. Tom avait retrouvé Zach 2 ans plus tôt, après la fin de sa prise en charge. Elle ne m'a pas placé ailleurs parce que j'étais mauvais, a expliqué Zach. Elle l'a fait parce qu'elle est malade. Elle ne sait pas aimer sans tout contrôler. Le jour où j'ai commencé à penser par moi-même, elle a appelé les services sociaux en inventant que j'étais violent. Elle racontait partout que je la menaçais. J'avais la nausée en l'écoutant égrener les mensonges de notre mère. La chambre vide, le trophée, tout n'était que stratégie pour m'effrayer. Zach a sorti de sa poche une photo toute froissée et me l'a montrée. Lui, petit, avec maman, la même qui m'avait convaincu qu'il était son pire échec. Elle va te faire pareil, m'a prévenu Zach. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. « Tu es où, mon chéri ?» La main tremblante, j'ai décroché alors que Zach me serrait le bras. « Fais comme si de rien, dis-lui rien », a-t-il chuchoté. J'ai pris sur moi pour parler normalement. « Salut maman, je suis au parc. » Elle voulait savoir pourquoi je n'étais pas rentré. Je lui ai répondu que je rentrais bientôt, que je me promenais un peu. Tom, de son côté, fouillait déjà dans son portefeuille et a griffonné son numéro au dos d'une carte de visite. « Garde ça !» m'a-t-il dit à voix basse pendant que je faisais semblant de discuter avec maman. J'ai glissé la carte dans ma poche arrière, en assurant à maman que je serais là dans 10 minutes. Dès que j'ai raccroché, Zach s'est empressé de parler. « Écoute, tu ne peux surtout pas lui dire que tu m'as retrouvé. Elle pèterait un câble
et ça compliquerait tout pour toi. Tom a approuvé et dit qu'il fallait qu'on s'organise. Demain, au collège, emprunte le portable de quelqu'un et envoie-moi un message, a suggéré Zach. Efface-le tout de suite après. On verra pour se revoir. Mais pour l'instant, rentre chez toi comme si de rien n'était. Tom a ajouté que si maman s'en rendait compte trop tôt, elle serait capable d'appeler les services sociaux et de raconter n'importe quoi sur moi, comme avec Zach autrefois. Elle sait parfaitement se faire passer pour la victime, a-t-il averti. Je me suis éloigné, mais en me retournant, Zach m'a lancé de continuer à jouer le jeu en faisant croire que j'avais peur de la décevoir. Ça te protège, le temps qu'on trouve une solution. Le retour m'a semblé interminable, les jambes toutes molles. Je me forçais à prendre un air normal, au cas où maman m'observerait par la fenêtre. Arrivé dans notre rue, je l'ai vue plantée devant la porte, bras croisés. « Te voilà, mon chéri !» a-t-elle lancé d'une voix doucereuse qui trahissait sa colère. « Entre, j'ai eu si peur. À peine avais-je franchi la porte qu'elle s'est mise à fouiller mes poches et mon sac à dos. « Je vérifie juste si tu as tout pour tes devoirs », a-t-elle prétexté. Mais je savais qu'elle cherchait surtout des indices sur Zach. Elle n'a rien trouvé puisque la carte de Tom était bien planquée dans ma poche arrière, là où elle n'a pas fouillé. Elle n'a pas arrêté de me faire la leçon sur les dangers du parc et sur le fait que je n'avais plus le droit d'y aller seule. Ce soir-là, j'étais incapable d'avaler quoi que ce soit et maman m'a demandé si j'étais malade. J'ai prétexté un mal de ventre à cause du sport et elle a accepté que je monte me coucher plus tôt. En passant devant la chambre vide du bout du couloir, je me suis arrêté un instant. La porte était toujours close, mais désormais, je la voyais non plus comme le rappel d'un enfant difficile qui l'aurait déçu, mais comme un élément de sa mise en scène malsaine. Le trophée de baseball sur la cheminée ne venait pas de l'équipe de Zach, malgré tout ce qu'elle avait raconté. Elle l'avait sûrement dégoté dans une brocante pour rendre son histoire crédible. Tout sonnait faux, tout était pensé pour me tenir sous sa coupe par la peur. Allongé dans mon lit, je me demandais comment je pourrais écrire à Zach sans me faire prendre. Le lendemain, à la pause de midi, j'ai demandé à Jake s'il pouvait me prêter son portable pour que je joigne mon père. Il me l'a passé sans discuter et je suis allé m'enfermer aux toilettes pour envoyer un message au numéro que Tom m'avait donné. « C'est Daniel, je vais bien. » Zach a répondu dans la foulée en me proposant qu'on se retrouve quelques minutes après les cours, derrière la bibliothèque. « Supprime tous nos messages et fais comme si de rien n'était chez toi », m'a-t-il écrit. J'ai tout effacé avant de rendre le portable à Jake. Le soir, maman a attaqué son grand sermon sur ma retenue, exactement comme Zach l'avait prévu. Elle m'a confisqué mon téléphone pour 2 semaines et instauré de nouvelles règles. Rentrer directement après les cours. « Tu me rappelles de plus en plus ton frère », a-t-elle lâché alors que j'étais assis à la cuisine. D'abord la retenue, puis les absences, après ce sera les mauvaises notes. Elle a continué plus d'1 heure à me répéter à quel point elle était déçue et que je suivais le même chemin que Zach. Je me contentais d'acquiescer et de m'excuser, jouant le rôle du gamin effrayé qu'elle attendait. « Je suis désolé maman, ça ne se reproduira pas », ai-je assuré. « Je ferai des efforts, promis. » Elle avait l'air satisfaite de ma soumission et m'a envoyé faire mes devoirs. Plus tard, dans mon lit, je repensais à toutes les fois où elle s'était servie de Zach pour me faire peur. Quand j'avais 7 ans et que j'avais renversé du jus de raisin sur la moquette, elle s'était penchée sur moi. Zach aussi était maladroit et on voit où ça l'a mené. À 9 ans, quand j'avais oublié mes devoirs de maths dans mon casier, elle m'avait fait rester devant la chambre vide, en larmes, en répétant que Zach aussi oubliait toujours tout. À 11 ans, quand j'ai voulu arrêter le piano, elle m'a tenu 3 heures de discours sur l'exemple de Zach qui avait arrêté le baseball et que tout avait mal tourné ensuite. À chaque fois, c'était calculé pour me tenir à carreau. Les jours suivants à l'école ont été pénibles. Je me perdais dans mes pensées en cours. Mon prof de maths m'a pris à part après un contrôle raté. « Tu es d'habitude si attentif », a-t-elle remarqué. Puis la conseillère, Madame Reynolds, m'a convoqué dans son bureau et m'a posé les mêmes questions. « Plusieurs professeurs trouvent que tu sembles ailleurs », a-t-elle glissé doucement. J'ai failli tout lui balancer, mais je me suis souvenu de l'avertissement de Zach. Il fallait réfléchir avant de se confier, choisir la bonne personne et le bon moment. Je suis juste fatigué, je révise trop, ai-je menti. Après les cours, j'ai rejoint Zach derrière la bibliothèque. On n'avait que 10 minutes. Il a sorti de sa poche une vieille photocopie pliée et me l'a montrée. Un bulletin scolaire au nom de James, écrit à la main par maman, le reste tapé à la machine. Elle me l'avait fait pour me montrer quand j'avais ton âge, a expliqué Zach. James, c'était le frère inventé avant moi, et moi, j'ai été inventé pour toi. Le papier avait l'air authentique, mais savoir que tout était faux me retournait l'estomac. Tom a déboulé juste à la fin du rendez-vous et a insisté pour que je parle à un adulte du collège. Les enfants ont besoin de plusieurs adultes pour les protéger, a-t-il dit. Les services sociaux prennent plus au sérieux les signalements de profs ou de conseillers, pas seulement ceux des ados en colère ou des sans-abri. J'ai dit oui, même si tout raconter à un adulte me faisait peur. Tom m'a tendu un stylo pour que je note le numéro de Zach sur ma main, vu que maman fouillait mon téléphone régulièrement. On s'est promis de se revoir dans 3 jours, même endroit, même heure, si je pouvais me libérer. Rentrer à la maison, c'était comme marcher droit dans un orage qu'on ne peut pas éviter. Maman m'attendait sur le perron, les bras croisés, affichant ce visage inquiet qu'elle réservait aux voisins. Elle m'a enlacé devant Madame Chen, qui arrosait ses plantes à côté, puis, une fois la porte refermée, m'a serré l'épaule sans ménagement. Ce soir-là, j'ai eu droit à 2 heures de reproches. Elle tournait en rond dans le salon, énumérant tout ce qu'elle me reprochait, comme si elle listait mes échecs.
Elle a évoqué Zach une bonne 14 fois, comptant sur ses doigts chacune de mes supposées ressemblances avec son parcours raté. J'ai bredouillé des excuses, promis de faire des efforts, tout en fixant le vieux trophée de baseball sur la cheminée. Cette nuit-là, après qu'elle soit montée se coucher, j'ai fouillé dans mon tiroir pour ressortir un vieux cahier et j'ai commencé à tout noter. Le soir, ou à 7 ans, elle m'avait fait dormir dans le couloir parce que Zach claquait les portes. La façon dont elle fondait en larmes aux réunions parents-prof, en répétant qu'elle ne pouvait pas perdre un autre fils. Ces fois où elle pointait les campements de sans-abri pour dire que Zach devait sûrement vivre là. J'ai daté chaque souvenir comme je pouvais, noircissant 12 pages avant que mes doigts ne se crispent. Le lendemain, au petit déjeuner, elle a ressorti son histoire d'un homme aperçu en voiture qui aurait pu être Zach, répétant mot pour mot ce qu'elle m'avait dit le mois précédent sur ses vêtements sales et sa maigreur. Même la partie où il aurait reconnu notre voiture mais n'aurait pas osé faire signe tant il avait honte, elle l'a récité comme un texte appris par cœur. Pendant qu'elle débitait son discours, je mangeais mes céréales en hochant la tête, notant ses silences calculés pour marquer les faits. Après l'école, j'ai essayé de monter discrètement, mais elle m'attendait dans la cuisine, téléphone à la main. Madame de Porter avait appelé à propos de ma retenue et le verdict est tombé, privé de sortie pour le week-end, ordinateur confisqué, pas le droit de sortir sauf pour aller à l'école. Elle a embarqué mon ordi, l'a rangé dans son placard, tout en précisant que Zach aussi avait commencé par là. Le vendredi n'en finissait pas, impossible de joindre Zach ou Tom, et maman surveillait mes moindres gestes. Le samedi, c'était pire. Elle m'a traîné partout avec elle pour ses courses, sans jamais me lâcher d'une semelle. Le dimanche soir, j'ai passé des heures à me préparer mentalement à raconter tout ça à quelqu'un au collège, répétant les phrases dans ma tête. Le lundi matin, pendant l'étude, j'ai demandé la permission d'aller aux toilettes et j'ai filé droit vers le bureau de Madame Reynolds. Elle a levé les yeux de son écran, j'ai hésité sur le pas de la porte, puis je me suis assis pour lui parler de la chambre vide, du trophée de baseball, de la fois où j'avais retrouvé Zach dans le parc. Les mots sortaient en désordre, tandis qu'elle prenait des notes sans jamais m'interrompre. Je lui ai expliqué l'histoire du soi-disant frère James et le fait que maman avait déjà eu ce genre de comportement. J'ai raconté les menaces, la manipulation, la façon dont elle utilisait la peur pour me contrôler. À mesure que je parlais, le visage de Madame Reynolds se fermait, surtout quand j'ai décrit comment maman m'empêchait de voir Zach. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo, m'a regardé avec une expression difficile à lire, puis m'a expliqué qu'elle était légalement obligée de signaler la situation à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il s'agissait d'abus émotionnels et que j'étais en danger. Elle m'a dit que quelqu'un me contacterait sûrement dans les jours qui venaient, qu'on se reverrait le lendemain, puis elle a griffonné son numéro sur un post-it en ajoutant que je pouvais l'appeler en cas de besoin. Mardi après-midi, le principal m'a convoqué pour m'annoncer qu'une assistante sociale, Madame Krause, était désormais en charge de mon dossier. Tout s'était enchaîné plus vite que prévu et elle allait bientôt me joindre. Je suis retournée en classe les mains tremblantes, redoutant la réaction de maman lorsqu'elle l'apprendrait. Mercredi matin, Madame Krause a appelé le collège et je me suis retrouvée dans le bureau de la conseillère avec Madame Reynolds à côté, pendant qu'elle m'expliquait calmement comment allait se dérouler l'enquête. Elle commencerait par m'interroger, puis verrait maman et Zach séparément, et passerait sûrement à la maison dans la semaine. Elle m'a posé une foule de questions en notant tout sur son ordinateur. Ce soir-là, Madame Reynolds m'a remis une copie du témoignage que Zach avait rédigé avec Tom. Le lire m'a serré la poitrine parce que tout s'y retrouvait. La chambre vide, les menaces de placement, la tension qui montait dès qu'il cherchait à comprendre, la scène où il restait planté devant la chambre pendant que maman pleurait en répétant qu'elle avait perdu son fils préféré, les sans-abri qu'elle lui désignait du doigt, la peur qui ne le quittait plus. Voir tout ça écrit noir sur blanc m'a soulagé. Pour la première fois, je ne me sentais plus fou ni seul. Vendredi après-midi, Madame Krause est venue à la maison pour la première visite de l'aide sociale à l'enfance. D'une façon ou d'une autre, maman avait eu vent de sa venue et avait tout préparé comme pour recevoir des invités. Elle a proposé du thé, des biscuits maison, et s'est lancée dans un discours sur son inquiétude face à mon comportement. J'étais tétanisé sur le canapé pendant qu'elle séduisait Madame Krause avec des histoires sur mes résultats et mes activités. Quand Madame Krause m'a demandé si je me sentais en sécurité à la maison, le regard de maman m'a traversé comme une lame depuis l'autre côté du salon. J'ai marmonné que tout allait bien, alors que j'étais noué d'angoisse et de honte. Après leur départ, j'ai attendu que maman soit sous la douche pour attraper son téléphone et filer dans la salle de bain. J'ai composé le numéro de Zach avec des mains tremblantes. Il a décroché à la deuxième sonnerie et j'ai tout chuchoté sur la visite, sur le fait que je n'avais pas su parler. Il m'a rassuré, « T'inquiète pas, moi aussi j'ai bloqué plein de fois à ton âge. » Il m'a raconté ce que maman lui avait fait quand il avait 13 ans et avait commencé à se rebeller. Elle avait fait de faux signalements affirmant qu'il l'avait frappé et volé de l'argent. Elle avait dit à l'aide sociale à l'enfance qu'il avait menacé de brûler la maison et de me faire du mal quand j'étais bébé. Elle avait réussi à persuader professeurs et assistants sociaux que c'était lui qui était violent et dangereux, alors qu'en réalité, il avait simplement commencé à demander pourquoi il n'y avait aucune photo de James. Sa manipulation était telle que les gens prenaient toujours son parti à elle, jamais le sien. Le lendemain matin, ma prof d'anglais m'a prise à part à la fin du cours et m'a tendu une pochette contenant des documents. Elle y avait rédigé un rapport détaillé sur ma retenue,
où elle expliquait que j'avais en fait pris la défense d'un autre élève victime de harcèlement et que je n'aurais jamais dû être puni. Elle m'a dit qu'elle avait déjà transmis des copies au proviseur et à Madame Reynolds, histoire que tout soit bien noté noir sur blanc. Qu'un adulte voit enfin la vérité et réagisse, ça m'a vraiment soulagé pour la première fois depuis des jours. Je l'ai remercié. J'ai glissé la pochette dans mon sac et je me suis dit que peut-être certains adultes étaient vraiment là pour aider. Ce jour-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé maman qui m'attendait déjà devant la porte, mon sac à la main. Elle a tout retourné sur la table de la cuisine, fouillant chaque poche et chaque dossier comme si elle cherchait de la drogue ou je ne sais quoi d'autre. À force de tout vider, elle est tombée sur la carte de visite de Tom que j'avais planquée un peu bêtement dans la petite poche de devant. Elle l'a prise du bout des doigts et m'a demandé, d'une voix mielleuse et inquiète, qui c'était et pourquoi j'avais son numéro. Mon cerveau a cherché un mensonge. J'ai fini par dire qu'un type rencontré au parc me l'avait refilé la semaine d'avant et que j'avais complètement oublié qu'elle était là. Elle m'a fixé un peu trop longtemps à mon goût, puis elle a reposé la carte et m'a juste dit de faire attention et de ne rien accepter de n'importe qui. Le lendemain, Madame Reynolds m'a convoqué dans son bureau à la pause déjeuner. On a mis au point ensemble tout un plan de sécurité. Elle a enregistré son numéro de portable dans mon téléphone sous « prof de maths » pour que maman n'ait rien à suspecter si elle mettait la main dessus. On a inventé des mots de code à utiliser par texto si la situation tournait mal à la maison. Demander des devoirs voulait dire que j'avais besoin de rester après les cours. Parler d'un contrôle signifiait qu'il fallait m'aider tout de suite. Elle m'a également donné les noms et numéros d'autres adultes du collège au courant de ma situation, vers qui me tourner si jamais elle était indisponible. Avant de partir, elle a fait des copies de tout ce que j'avais écrit dans mon journal et les a rangées soigneusement dans son armoire fermée à clé. Le lendemain matin, j'ai apporté la photo de Zach et les pages originales de mon journal au collège, que j'ai caché dans mon casier derrière mes affaires de sport. Copier les passages les plus importants m'a pris une éternité pendant l'étude, mais il me fallait des preuves que maman ne pourrait pas détruire si elle découvrait mes cachettes à la maison. Madame Reynolds a gardé un jeu complet sous clé, et moi j'en ai planqué un autre dans un vieux manuel, planqué tout au fond de mon casier, là où personne n'irait fouiller. Le mercredi de la deuxième semaine, Madame Croze est revenue au collège et cette fois, elle m'a interrogé seule dans la salle de réunion. Sans maman sur le dos, j'ai enfin pu tout lui raconter. Les menaces, la manipulation, la chambre vide, le trophée de baseball. Elle tapait ses notes sur son ordinateur tout en me posant des questions très pointues sur les dates, sur ce que maman disait exactement et à quel moment. Elle voulait cerner les schémas. Elle m'a demandé si les versions de maman changeaient parfois, si elles se contredisaient. J'ai parlé des incohérences sur l'âge de Zach, du fait que maman rajoutait sans cesse des détails qui ne collaient pas. Madame Croze hochait la tête, comme si elle assemblait un puzzle, et m'a dit que des exemples précis l'aidaient à mieux comprendre ce que je vivais. Ce soir-là, alors que j'étais en train de faire mes devoirs, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. C'était Tom, qui appelait depuis le portable de Zach, pour m'expliquer comment fonctionnait réellement le système de placement familial, parce que tout ce que maman me racontait n'était que mensonge. Il m'a expliqué qu'à 18 ans, beaucoup d'enfants se retrouvent à la rue, sans accompagnement pour passer à la vie adulte. Il tenait à ce que je comprenne qu'il ne fallait pas attendre de miracles des services sociaux et que je devais continuer à m'entourer d'adultes fiables autour de moi. Il m'a aussi dit que Zach voulait que je sache qu'il était fier de moi, que j'ai eu le courage de parler, même si ça faisait peur. 2 jours plus tard, maman a reçu un courrier officiel des services sociaux concernant l'enquête et sa réaction, c'était du grand théâtre. Comme une actrice qui reçoit un Oscar. Elle a éclaté en sanglots en lisant la lettre à voix haute, répétant qu'elle n'aurait jamais cru que son propre fils puisse la trahir après tout ce qu'elle avait fait pour moi. Puis dans la foulée, elle s'est contredite en disant qu'elle s'y attendait, parce que j'étais en train de devenir comme Zach. Elle a passé la soirée à osciller entre le rôle de victime accablée et celui de mère furieuse, criant que j'étais un enfant ingrat. Tard dans la nuit, je me suis assis sur mon lit avec mon journal pour comparer les versions de maman avec les vraies dates et âges. Elle avait toujours dit que Zach était parti quand j'avais 2 ans, mais elle affirmait aussi avoir appelé les services sociaux contre lui quand il avait 13 ans. S'il avait 13 ans à l'époque où j'en avais 2, aujourd'hui il aurait 23 ans, alors qu'il n'en a que 16. Les chiffres ne collaient pas du tout, et j'ai compris qu'elle inventait les dates et les âges au gré de l'histoire qu'elle voulait raconter. Petit à petit, tout se défaisait, et je commençais à voir le vrai visage de ces mensonges. Pendant ce temps, Madame Croze a rencontré Zach au bureau de Tom, en centre-ville, où il lui a présenté d'anciens dossiers des services sociaux, avec toutes les fausses accusations que maman avait portées contre lui 3 ans plus tôt. Elle lui a expliqué qu'avoir 2 frères et sœurs, avec des témoignages concordants sur les mêmes schémas de maltraitance, rendait le dossier beaucoup plus solide. Elle voyait bien que maman me faisait exactement le même coup qu'à Zach. Dans les jours qui ont suivi, maman a lancé sa grande campagne pour sauver les apparences, racontant à tous les voisins et amis de la famille que j'étais en pleine crise d'adolescence, que j'inventais des histoires pour attirer l'attention, sûrement parce que j'étais jaloux des autres enfants de l'école ou quelque chose comme ça. La voisine d'à côté s'est mise à me regarder avec la pitié dans les yeux chaque fois qu'elle me croisait, comme si elle plaignait ma pauvre mère obligée de gérer un cas aussi difficile. Je voyais bien que maman essayait déjà de réécrire l'histoire à sa façon pour décrédibiliser tout ce que je pourrais dire, et ça me donnait ce vieux sentiment d'être piégé.
Le lendemain, Missy Reynolds m'a fait venir dans son bureau à l'heure du déjeuner et m'a tendu une grande enveloppe des services sociaux. J'avais les mains qui tremblaient en l'ouvrant pendant qu'elle restait assise près de moi. La lettre était truffée de formules juridiques sur les services volontaires et la préservation de la famille. Missy Reynolds m'a montré certains passages et les a traduits pour moi en termes simples. En gros, les services sociaux demandaient à maman de suivre des cours de parentalité et voulaient qu'on commence une thérapie familiale tous les deux. Ils avaient relevé suffisamment de problèmes pour intervenir, mais pas assez pour me retirer de la maison. J'ai plié la lettre avec soin et Missy Reynolds en a fait une copie pour ses dossiers. Ce jeudi soir-là, vers 22h, mon téléphone a sonné et c'était le numéro de Zach qui s'affichait. J'ai décroché tout bas, de peur que maman écoute derrière la porte. On n'a pas évoqué maman, ni les services sociaux, ni rien de tout ça. On a juste parlé du nouveau jeu Spider-Man et des films qui devaient sortir bientôt. Il m'a raconté qu'il avait découvert un groupe de musique qu'il adorait et moi, je lui ai parlé de mon exposé de science. Pendant 10 minutes, on n'était rien d'autre que deux frères qui prenaient de leurs nouvelles. J'ai retrouvé, l'espace d'un instant, quelque chose qui me manquait depuis longtemps. 2 jours plus tard, Madame Croze a téléphoné au collège pour récupérer mes anciens dossiers médicaux. L'infirmière a ressorti des fichiers qui datèrent de la maternelle et les a envoyés par fax en centre-ville. Madame Croze a rappelé dans l'après-midi, visiblement énervée. Elle avait retrouvé des notes de mes 7 ans où les enseignants s'inquiétaient déjà de mon anxiété. Il y avait 3 rendez-vous annulés par maman après des réunions parents-prof. Ma maîtresse de CE1 avait noté qu'elle se faisait du souci à cause de ma peur de me tromper. Tous ces signaux n'avaient jamais été mis en lien jusque-là. Le concert d'hiver a eu lieu 2 semaines après et maman s'était faite toute belle pour s'installer au premier rang. Quand les autres parents sont venus lui parler, elle s'est vantée de mes bonnes notes et de mon assiduité exemplaire. Elle leur répétait combien elle était fière de son fils modèle. J'étais sur les estrades avec les autres, à chanter des chants de Noël. Mon corps était là, mais j'avais l'impression de regarder la scène de loin, comme si j'assistais à la vie de quelqu'un d'autre. Maman a pris des photos qu'elle a ensuite postées sur les réseaux, accompagnées de commentaires sur son fils talentueux. Après le concert, elle est allée discuter avec mes professeurs, évoquant déjà mon avenir à l'université, alors que je n'étais qu'en 5e. Tout le monde la trouvait exemplaire de dévouement. Quelques jours plus tard, j'ai pris mon courage à 2 mains pour demander à maman qui était James pendant le dîner. Elle découpait son poulet quand j'ai mentionné que Zach avait parlé de ce prénom. Son couteau s'est arrêté une seconde, puis elle m'a regardé l'air étonné. « James ? Je ne connais aucun James, mon chéri. Tu as du mal à entendre. » Elle a repris son repas comme si de rien n'était, puis elle s'est lancée dans un discours sur sa déception que je prête l'oreille à des inconnus. Dans une vraie famille, on se fait confiance. On ne croit pas les histoires inventées par n'importe qui. Pendant une bonne heure, elle a énuméré tout ce qu'elle avait fait pour moi depuis ma naissance, jusqu'au moindre sacrifice et à chaque euro dépensé pour mon éducation. Quand elle a eu fini, j'étais rongée de culpabilité d'avoir osé poser la question. Le mardi suivant, alors que je faisais mes devoirs dans ma chambre, j'ai entendu la sonnette. Maman a ouvert et j'ai reconnu la voix de Madame Croze qui demandait à entrer. Maman ne s'y attendait pas et j'ai bien perçu le ton mielleux qu'elle a pris pour l'accueillir. Je suis resté à l'étage, la porte entr'ouverte pour écouter. Maman en profitait pour faire son numéro sur mon comportement récent. Elle a utilisé mon prénom en entier, comme à chaque fois qu'elle était furieuse. Elle expliquait à Madame Croze que je faisais n'importe quoi en ce moment et qu'il faudrait peut-être m'envoyer dans un établissement pour garçons difficiles. Madame Croze, toujours calme, lui a demandé ce qu'elle entendait par là. Maman a continué à parler de la difficulté d'élever un enfant comme moi. Madame Croze a tout pris en note, puis a demandé à me voir en privé. Maman m'a appelé en bas. J'ai vu la colère dans ses yeux malgré son sourire de façade. Madame Croze m'a posé quelques questions, pendant que maman traînait juste à côté. Je répondais le plus brièvement possible, sans croiser le regard de l'une ou de l'autre. Après le départ de Madame Croze, maman a fouillé le courrier et a mis la main sur la facture de téléphone. Elle s'est mise à vérifier les numéros et a découvert des messages envoyés à un numéro inconnu. Elle a appelé et en entendant le répondeur, elle a reconnu la voix de Tom. Le visage de maman est devenu cramoisi et elle s'est mise à hurler « Je t'interdis de contacter Zach à l'avenir. Si tu cherches à le joindre, je t'enverrai vivre chez la famille de ton père, dans un autre département. » Elle m'avait toujours dit qu'ils ne voulaient pas de moi, mais là, elle prétendait soudain qu'ils accepteraient de m'accueillir si elle le décidait. Elle s'est emparée de mon téléphone et a effacé le numéro de Zach sous mes yeux. Le lendemain matin, j'avais la boule au ventre à l'idée de rentrer à la maison après les cours. Pendant le cours de maths, j'ai envoyé à Madame R. Reynolds le mot de passe dont on avait convenu. Elle m'a répondu que je devais aller à la bibliothèque après les cours. Je suis resté là à faire mes devoirs pendant qu'elle appelait maman pour lui dire que j'étais en soutien scolaire. Tom est venu me chercher à 19h, quand Madame R. Reynolds a estimé que maman s'était calmée. Il m'a raccompagné chez moi sans un mot et m'a accompagné jusqu'à la porte. Maman a ouvert, fidèle à elle-même, et a remercié Tom de m'avoir ramené sain et sauf. Elle lui a même proposé un café, mais il a gentiment décliné. Dès qu'il est parti, elle s'est enfermée dans sa chambre sans m'adresser la parole. La semaine suivante, l'ASE a envoyé un nouveau plan de sécurité que maman devait signer.
Je devais désormais participer à un programme périscolaire 3 fois par semaine. Madame Reynolds devait prendre de mes nouvelles 2 fois par semaine pendant l'étude. Maman n'avait pas vraiment le choix. Elle ne pouvait pas refuser sans paraître louche aux yeux du tribunal. Elle a signé les papiers, non sans soupirer sur le fait qu'elle devait me conduire partout, en répétant que les autres parents n'avaient pas à supporter ce genre d'ingérence. Pendant ce temps-là, Tom épaulait Zach dans toutes les démarches pour les dossiers de logement jeunesse. Ils ont passé des heures à compléter des papiers et à rassembler tout ce qu'il fallait. 2 semaines plus tard, Zach a reçu une lettre lui annonçant qu'il avait obtenu un studio. Le programme prenait en charge une partie du loyer pendant 2 ans pour lui permettre de prendre son indépendance. C'était modeste et sans fioriture, mais c'était enfin chez lui, avec une vraie porte qui ferme à clé. Tom l'a accompagné sur place et Zach m'a envoyé une photo avec le téléphone de Tom. Il n'y avait qu'une pièce, avec un tout petit coin cuisine, mais Zach affichait un sourire comme je ne lui en avais jamais vu. C'était la première fois depuis que maman l'avait mis dehors qu'il connaissait un semblant de stabilité. Tom a expliqué qu'il pourrait l'installer le mois suivant, une fois que l'ancien locataire serait parti. 2 jours plus tard, Zach m'a écrit depuis le téléphone de Tom pour me dire qu'il avait quelque chose d'important à me montrer. Je les ai retrouvés à la bibliothèque après les cours. Là, Zach a sorti son vieux téléphone presque hors service, a fait défiler ses fichiers et a fini par retrouver un enregistrement audio datant de 3 ans. Il a lancé la lecture et j'ai entendu la voix de maman qui parlait au téléphone de Zach à quelqu'un. Elle racontait que Zach l'avait poussé dans l'escalier et qu'elle craignait pour sa sécurité. Sa voix était étonnamment posée, presque mécanique, comme si elle récitait une leçon. Elle affirmait que Zach l'avait menacé de lui faire du mal si elle ne cédait pas à ses exigences et disait avoir découvert des bleus sur ses bras là où il l'avait saisi. Tout était inventé de toutes pièces, mais elle avait l'air tellement convaincante. L'enregistrement durait 10 bonnes minutes, maman accumulant les détails inventés sur des violences imaginaires. Zach m'a confié qu'il avait commencé à enregistrer parce qu'il réalisait qu'elle mentait et que personne ne le croirait sans preuve. 3 jours après, maman a appelé l'ASE en prétendant que je l'avais poussée contre le plan de travail de la cuisine et qu'elle redoutait que je finisse par vraiment lui faire du mal. Elle disait que c'était arrivé mardi, vers 16h, quand je suis rentré de l'école. Mais Madame Reynolds avait déjà noté par écrit que j'étais dans son bureau, comme chaque semaine, de 15h30 à 17h ce jour-là. Lorsque Monsieur Croze a téléphoné à l'école pour recouper la version de maman, elle a vite découvert que je ne pouvais pas avoir fait ce qu'elle racontait. Monsieur Croze est venu exprès à l'école le lendemain, l'air plus grave que jamais. Elle m'a installé dans le bureau de la conseillère et m'a expliqué que le faux signalement de maman changeait toute la donne. Elle m'a dit que mentir à l'ASE sur des faits de violence était un délit et que ça prouvait que maman ne jouait pas franc jeu. Elle allait demander un contrôle judiciaire parce que les mesures volontaires n'étaient plus suffisantes. Elle m'a expliqué qu'un juge prendrait alors le relais, examinerait la situation dans son ensemble et que maman serait obligée de se soumettre à ses décisions. Ce serait le tribunal qui déciderait pour la thérapie, les visites et maman ne pourrait plus transgresser les règles comme elle le faisait avant. 2 semaines plus tard, on a dû aller au tribunal pour l'audience d'accueil. La salle était plus exiguë que je l'imaginais, avec des boiseries et des néons qui donnèrent mauvaise mine à tout le monde. Maman était tirée à 4 épingles, sa plus belle robe, et tamponnait ses yeux avec un mouchoir, même si aucune larme ne coulait. Le juge m'a demandé de m'approcher et de dire si je me sentais en sécurité chez moi. J'avais la gorge nouée, mais j'ai fini par avouer que parfois, quand maman entrait dans une colère noire, elle me faisait peur. Derrière moi, elle a poussé un petit gémissement blessé, comme si je l'avais trahi. Le juge a continué à me questionner sur ce qui m'effrayait. J'ai parlé des menaces de placement. Après 20 minutes d'échange, il a ordonné des expertises psychologiques pour maman et moi et a instauré des mesures de surveillance provisoire, thérapie obligatoire et visite surveillée entre Zach et moi. Maman n'a pas eu le choix, sinon le juge aurait pu me retirer complètement. Elle a acquiescé entre ses dents serrées en me lançant des regards furieux dès que le juge détournait les yeux. Selon les décisions du tribunal, je devais voir un psychologue, Monsieur Porter, 2 fois par semaine. Maman devait suivre des cours de parentalité tous les samedis pendant 3 mois. Zach et moi avions droit à une visite surveillée chaque semaine, avec Tom. Madame Croze pouvait aussi venir faire des visites à domicile sans prévenir. Mon premier rendez-vous avec Monsieur Porter était dès le lundi suivant, après l'école. Son cabinet était dans un immeuble banal, moquette grise et affiche de motivation au mur. Il était plus jeune que je ne pensais, portait des lunettes et une barbe. Il ne m'a pas obligé à parler tout de suite, mais il a pris le temps de m'expliquer les règles de confidentialité. Il m'a dit que sauf en cas de danger pour moi ou pour autrui, tout resterait entre nous. Il m'a même proposé de lui poser des questions, ce qui m'a un peu rassuré. Pendant cette première séance, j'ai surtout testé s'il allait me juger ou prendre la défense de maman. Quand j'ai évoqué ma peur d'elle, il s'est contenté d'acquiescer et m'a demandé ce que je ressentais physiquement. Contrairement aux autres adultes, il ne m'a pas accusé d'exagérer ou d'être ingrat. À la fin de l'heure, j'ai commencé à me dire que je pourrais peut-être vraiment me confier à lui. À la maison, maman avait 2 visages selon qui était là. Quand Madame Croze passait à l'improviste ou quand on devait sortir, elle jouait la mère modèle, parfaitement attentive aux recommandations du tribunal. Mais une fois les portes fermées, elle se laissait aller à des remarques assassines sur le fait que j'avais tout gâché.
Elle lançait des phrases comme « Ce n'était pas mieux avant, quand on était une famille normale, avant que tu te mettes à écouter n'importe qui ?» J'ai appris à répondre sans rien montrer, histoire de ne pas lui donner de grain à moudre. Quand elle tentait de provoquer une dispute, je me contentais de dire « d'accord » ou « je ne sais pas » et j'allais m'enfermer dans ma chambre. Elle détestait ça, mais elle ne pouvait s'en plaindre à personne sans avouer qu'elle ne respectait pas les règles contre la manipulation. Pendant ce temps, Zach a enfin pu emménager dans son logement de transition, le premier du mois. Tom l'a accompagné avec 2 sacs poubelles remplis de vêtements et un carton d'affaires qu'il avait réussi à conserver. Le studio était minuscule, une seule pièce, une salle de bain et un coin avec une plaque chauffante et un mini-frigo qu'ils osaient appeler cuisine. Pourtant, Zach affichait un sourire radieux en tournant sa clé dans la serrure pour la première fois. Tom l'a aidé à récupérer l'essentiel dans des ressourceries. Un lit, une place, une petite table et 2 chaises pliantes. Pour la première fois depuis 3 ans, Zach avait enfin une vraie adresse. Une porte qu'il pouvait fermer à clé et un endroit rien qu'à lui. Au lycée, mes notes ont commencé à chuter parce que j'étais incapable de me concentrer sur mes devoirs alors que ma vie partait en vrille. Mes A se sont transformés en B et j'ai même écopé d'un C en sciences. J'en ai parlé à Madame Reynolds pendant notre rendez-vous et elle m'a rassuré en disant que c'était normal quand tout s'effondre autour de soi. Elle m'a aidé à aborder la question avec mes professeurs sans entrer dans les détails. À ma grande surprise, la plupart se sont montrés bien plus compréhensifs que ce que j'imaginais. Ma prof de sciences m'a proposé un délai supplémentaire pour le prochain contrôle et ma prof d'anglais m'a permis de rendre mes devoirs en retard sans sanction. La conseillère d'orientation a coordonné avec mes enseignants pour mettre en place un parcours adapté avec des aménagements officiels. J'avais droit à des pauses en cours si je me sentais dépassé et du temps en plus pour tous les tests. Je pouvais aussi déjeuner dans le bureau de Madame Reynolds au lieu de subir la cantine les jours où j'avais besoin de calme. La pression d'être irréprochable, que je portais depuis toujours, commençait enfin à se relâcher un peu. Après ma 2e séance avec Monsieur Porter, maman s'est mise à me poser des questions de plus en plus curieuses. Elle m'attendait dans la voiture et passait tout le trajet à essayer de savoir de quoi on avait parlé. Quand je répondais vaguement, elle prenait un air faussement inquiet en disant qu'elle voulait simplement m'aider. La semaine suivante, elle a tenté d'appeler le cabinet de Monsieur Porter, prétextant vouloir déplacer mon rendez-vous. Je l'ai entendu demander à la secrétaire ce que les enfants racontaient d'ordinaire en thérapie. On lui a opposé un refus catégorique et elle a raccroché, frustrée. À ma 3e séance, Monsieur Porter m'a expliqué que maman l'avait contacté directement 3 fois dans la semaine pour savoir si je disais du mal d'elle. Il lui a répondu que la thérapie était confidentielle et qu'il ne pouvait rien dévoiler, même aux parents. Elle a alors essayé d'autres stratagèmes, comme arriver en avance pour tenter de lui parler dans le couloir, adoptant sa petite voix mielleuse et répétant qu'elle s'inquiétait pour moi. Monsieur Porter gardait toujours le sourire et lui répétait inlassablement les mêmes choses sur la confidentialité et les limites à ne pas franchir. Au bout de 2 semaines de ce cirque, elle a fini par abandonner l'idée de le manipuler. Un après-midi où elle était à son cours de parentalité, je suis allée chercher du scotch dans son tiroir de bureau et je suis tombée sur un dossier bourré de vieux courriers qu'elle n'avait jamais jetés. Parmi eux, une lettre officielle des services sociaux, datant de 4 ans plus tôt, l'époque où Zach avait 11 ans. Elle évoquait une enquête pour soupçon de maltraitance émotionnelle et d'isolement d'un mineur, citant plusieurs signalements d'enseignants et de voisins inquiets. L'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves, mais il recommandait une thérapie familiale que maman n'a évidemment jamais suivie. J'ai pris en photo chaque page avec mon portable, les mains tremblantes. J'ai trouvé 2 autres lettres, à des années différentes, parlant d'enquêtes similaires qui n'avaient rien donné non plus. Toutes coïncidaient avec les périodes où Zach disait que la situation à la maison était devenue invivable. Le lendemain, j'ai imprimé les photos au lycée et je les ai remises à Madame Croce pendant notre réunion hebdomadaire. Elle les a lues attentivement, les sourcils se haussant à chaque page, puis elle a affirmé que c'était exactement le genre de documents qui permettent de renforcer un dossier. On a passé en revue mes notes de journal pour les rapprocher des dates des lettres. Madame Croce a fait des copies de tout et les a versées dans mon dossier officiel, qui s'épaississait de semaine en semaine. Elle a insisté sur l'importance d'avoir des preuves couvrant plusieurs périodes, montrant que les comportements se répétaient. Ensemble, on a tout classé par ordre chronologique pour que toute personne consultante voit clairement le schéma d'abus. La réunion encadrée a eu lieu un mardi après-midi dans une salle de réunion des services de protection de l'enfance. Maman, tirée à 4 épingles, avait amené un carnet, histoire de montrer qu'elle prenait tout cela très au sérieux. Madame Croce était en bout de table, avec Monsieur Porter à ses côtés, et en face, maman et moi. Madame Croce a énoncé une série de règles à respecter pour vivre ensemble le temps de la procédure judiciaire. Maman devait respecter la confidentialité de ma thérapie, cesser de chercher à obtenir des informations auprès de Monsieur Porter, laisser Zach venir en visite surveillée et s'abstenir de me punir pour ma participation. Maman a accepté sans discuter, consciente qu'elle n'avait pas le choix sous le regard de tous. Madame Croce lui a fait signer des papiers attestant qu'elle comprenait les règles et les conséquences en cas d'infraction. Ma première visite avec Zach était prévue le samedi suivant, dans le parc près de chez lui. Tom est venu me chercher et m'a accompagné, pendant que maman était tenue de rester à la maison. Quand on est arrivé, Zach shootait déjà des paniers sur le terrain. Il m'a tendu le ballon et on a joué 21 minutes, sans aborder les sujets qui fâchent. On a parlé jeux vidéo, films, musique.
Il m'a montré ses astuces pour réussir les lancers francs et on s'est lancé un défi pour voir qui en mettrait le plus. Tom, assis sur un banc à côté avec un livre, gardait un œil sur nous. Après le match, on a pris des sodas au distributeur et on s'est installé à une table de pique-nique. Zach m'a raconté son boulot à l'épicerie et ses économies pour s'acheter une voiture. Je lui ai parlé de mon projet de science et de mon envie de rejoindre le club d'échecs. On était juste deux frères qui traînaient ensemble, comme si on avait toujours fait ça. Quand Tom nous a prévenu qu'il était l'heure, on a échangé nos numéros et Zach a dit qu'on s'enverrait des messages dans la semaine. Peu à peu, une nouvelle routine s'est installée dans ma vie. Mes séances chez Monsieur. Porté le lundi et le jeudi après les cours. Chaque mercredi à midi, Madame Reynolds prenait de mes nouvelles pour savoir comment j'allais. J'allais à l'aide aux devoirs après les cours le mardi et le vendredi, même si mes notes étaient redevenues bonnes. Le samedi matin, on partait en balade avec Zach et Tom à la découverte de différents parcs de la ville. À la maison, maman n'osait plus faire quoi que ce soit sans que quelqu'un ne s'en rende compte. Alors, la plupart du temps, elle me laissait tranquille. Cette peur qui ne m'avait jamais vraiment quitté pendant des années s'effaçait peu à peu, laissant place à quelque chose qui ressemblait enfin à la vie normale d'un ado. Au fil d'une séance, j'ai eu une révélation sur moi-même. Je n'étais pas ce fils parfait, formaté à coups de peur et de chantage, que maman voulait façonner. Mais je n'étais pas non plus la déception qu'elle agitait comme une menace dès que je faisais une erreur. J'étais juste Daniel, un garçon ordinaire qui aimait le basket, la science et passer du temps avec son frère. La petite voix désagréable dans ma tête, celle qui critiquait tout ce que je faisais, perdait chaque jour un peu de sa force. Aujourd'hui, je garde la photo de Zach dans la pochette de mon classeur. Et à chaque fois que je l'ouvre pour sortir mes devoirs ou mes notes, je tombe sur son sourire. Ça me rappelle que je ne suis pas seul, que je ne l'ai jamais vraiment été, même lorsque j'ignorais qu'il existait. Maman décide encore de l'heure à laquelle je dois dîner ou aller me coucher, mais elle ne peut plus contrôler ce à quoi je pense, mon avenir, ni les liens qui comptent vraiment pour moi. Dans 6 ans, j'aurai 18 ans et je serai libre de faire mes propres choix, comme Zach aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vos commentaires et votre soutien, c'est vraiment ce qui me donne envie de continuer ici. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui, je l'espère, mettront un peu de lumière dans votre journée.